Allez, Ok les gars. Bonjour à toutes et à tous. Oh putain. Ah si, on va la laisser C'est dans la celle-là. boîte. Bienvenue dans le podcast La Sueur. On s'intéresse aujourd'hui à la victoire magistrale. Oh là là, Polydomso est en feu de José Aldo par décision unanime face à Rob Font. On avait très peur durant l'avant-combat et finalement, on a eu une sacrée performance, messieurs. Pour ma part, je mets 4 rounds à 1 pour José Aldo. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Allez, pour être vraiment sévère, parce que justement, comme je suis un fan d'Aldo, je m'efforce d'être le plus sévère possible vis-à-vis de lui. Je dirais 3 rounds à 2. C'est-à-dire que le premier round, si tu veux, déjà, est-ce qu'on lancerait pas le générique pour fêter la victoire d'Aldo comme il se doit? Soit. Trois rounds à 2 pour Polydomso. Ouais, parce que le premier round, bon, il y a l'explosion en 1-2 là qui vole le round en fait sur la fin, mais très honnêtement, je trouve ça un peu injuste de voler un round sur les 10 dernières secondes et c'était pas non plus, tu sais, il s'est fait choper, il s'est fait contrer, mais c'était pas non plus le knockdown qui te met au bout de ta vie non plus, donc je lui donne pas le premier round. Et le deuxième round, pareil, sur les échanges, j'ai trouvé quand même qu'il était plus actif Font, mais à partir du troisième, en revanche, c'est all the way Aldo. Et ça, c'est magnifique parce que si on m'avait dit avant que je fasse mon prono, d'ailleurs 0 pointé sur les 2 pronos, mais je m'en fous, c'est Aldo qui a gagné, donc je suis content. Mais si on m'avait dit, ouais, tu sais quoi, Aldo, il va gagner contre Font et il va l'avoir sur les 3 derniers rounds, j'aurais fait bon. Ouais. ouais, pas à moi. Ouais. C'est la beauté du MMA. Donc je laisse la parole à Rust. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est vrai que Bon, je connaissais le résultat avant de regarder le combat, je l'avoue, honte un petit peu à moi, mais c'est vrai que les premières minutes, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, ah oui, enfin, ok, Rob Font, il est clairement là, c'est-à-dire que ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, c'est-à-dire vraiment une vraie précision en anglaise, un vrai engagement de la part de Rob Font et une efficacité, c'est-à-dire que il n'était pas aux fraises, Aldo, mais il se faisait beaucoup plus toucher qu'il ne touchait et vraiment Rob Font faisait les choses bien, quoi. Mais c'est vrai que à partir de ce troisième round, effectivement, je suis d'accord, il y a eu un shift. Déjà, le troisième round, la manière dont il commence, c'est t'as Aldo qui plante 3 énormes low kicks, mais des trucs qui claquent avec une violence. Et en fait, déjà là, tu te dis, ok, enfin oui, déjà des kicks qu'il n'avait pas mis les 2 premiers rounds en fait. Donc déjà, je me suis dit, ok, bon, je sais pas, c'est peut-être une stratégie, c'est peut-être qu'il ne comptait enclencher les low kicks qu'à partir d'un certain moment, parce que bon, la logique théoriquement voudrait que pour contrer justement quelqu'un qui a un jab qu'il utilise de façon prédominante, bon, je m'étais dit peut-être que tu sais, c'est les théories des commentateurs en fait. Il y a sur les derniers combats d'Aldo, enfin ceux d'avant sa winning streak de 3 combats, qui disaient qu'en fait Aldo n'utilisait plus du tout ses kicks parce qu'il avait des problèmes de genoux et de jambes. Et donc je m'étais dit c'est peut-être encore ça. Dû à un accident de scooter. Absolument. Et du coup, je m'étais dit, voilà, on n'aura peut-être pas les kicks. Il aimerait peut-être bien les mettre, mais c'est juste que voilà, il a plus le physique pour le faire, les jambes ne suivent plus, etc. Et du coup, troisième round, le truc commence, 3 coups de pelleteuse, Rob Font finit avec la jambe en barbecue. Et du coup, là, effectivement, je me dis, ah oui, d'accord, bon, quelle que soit la raison pour laquelle il ne les a pas mis avant, là, il y a un truc qui se passe dans la tête d'Aldo en mode, ok, là, on commence vraiment la marche avant. Et c'est vrai que par la suite, il a vraiment, chaque situation où il pouvait prendre l'avantage, que ce soit quand il met un knockdown, ça finit au sol, et 4e et 5e, du coup, il a magnifiquement géré. Mais du coup, c'est ça aussi la marque d'un champion, quoi. C'est que il a choqué Rob Font par sa puissance, et je m'attendais pas à un tel différentiel de puissance, mais ça a été le cas. Et dès qu'il a eu l'opportunité de marquer des points, de garder le combat au sol, ou en tout cas, il l'a fait, et donc il a gagner ce combat en faisant étalage d'intelligence, de puissance et de savoir-faire, ce qui honnêtement, je pense comme nous 3 ici présents, mais et beaucoup de gens, je pense, devant l'écran, mais qui nous a rempli de joie, quoi. C'était vraiment une belle victoire construite, dominante et sans appel, quoi. Une belle victoire des familles, 3-0 José Aldo, belle série de victoires. Polydomso, je voulais juste ajouter avant que Polydomso parte dans un nouvel enchaînement magnifique. Ce différentiel de puissance, on en parlait pas mal lorsque José Aldo était descendu chez les bantamweight. Est-ce que là, pour toi, c'est quelque chose qui va être durable ou au contraire, c'était parce que c'était Rob Font tout simplement? Difficile de savoir parce que chacun a sa résistance et chacun a
tu sais, moi je pense que l'événement c'est quand même le premier knockdown qui à mon avis a totalement rebattu les cartes sur le reste du combat et qui a donné la confiance à Aldo. Et aussi c'est la stratégie de Rob Font qui est plus en volume de toute façon, mais quelque part, ça peut marcher aussi parce qu'on a vu que par exemple Holloway qui avait eu un jeu en volume, ça lui avait permis de triompher contre Aldo. Là, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Je pense que même si je donne le premier round à Rob Font, ce qui s'est passé vraiment sur le premier round, à la fin du premier round, ça a totalement rebattu les cartes, non seulement sur la résistance avec la puissance et Aldo savait qu'il pouvait prendre 3 coups pour en mettre un, il serait gagnant sur les échanges. Mais il y a pas que ça, il y a aussi en fait Rob Font a très bien. Moi, j'ai vu le premier round, je connaissais pas le résultat. Alors je l'ai vu en retard, en revanche le combat, mais je connaissais pas le résultat. Et j'ai vu le début du premier round, et je me suis dit, ça part très très mal pour Aldo en fait. Ça part très très mal pour Aldo parce que je trouve que Rob Font avait vraiment exactement le bon game plan, à savoir beaucoup bosser du bras avant, mais surtout énormément switcher de garde pour éviter en fait désamorcer le cross counter d'Aldo. Comme en fait Aldo, si vous voulez, Aldo lui, il était en orthodoxe et Font était plus souvent en gaucher. Le risque qui risquait de se produire, c'est que en fait le contre par-dessus l'épaule, par-dessus le jab d'Aldo, enfin c'était ça qui risquait d'arriver en fait. Donc ce qu'il faisait en fait Rob Font pour rebattre les cartes et pour en fait désamorcer le contre d'Aldo, c'était de switcher, d'alterner entre les gardes assez souvent en fait. Et le truc c'est que ça marchait très bien ça. Mais à un moment donné, il a fait l'erreur, le péché qu'il faut pas commettre contre un gars qui a des réflexes de chat et qui aperçoit tout de suite en fait quand tu déconnes, c'est qu'il a switché sans maquiller son mouvement. Et en fait, le 1-2 qu'il prend, c'est qu'il switch et il reste sur place en fait à ce moment-là. Et là, il prend le 1-2. Et après, je vous ferai remarquer qu'il switch beaucoup moins sur le reste du combat. Et du coup, ça ouvre toutes les perspectives pour Aldo qui ensuite peut placer son cross counter, peut placer ses low kicks aussi. Et donc enfin vraiment c'était un truc qui a complètement rebattu les cartes sur le reste du combat. Et c'est aussi permis en fait à Aldo de se mettre dans un rythme de combat où c'était pas tout le temps en fait l'activité qui était monopolisée par Rob Font. Parce que Rob Font sur le premier round, il le laisse pas respirer en fait Aldo. Il enchaîne les jabs, les feintes, il change de garde, il casse en fait, il empêche vraiment Aldo de s'installer. Et là en fait comme il était en fait dans une position où Aldo pouvait casser ses enchaînements avec son cross counter, et ben ça permettait au moment où tu vois il s'enchaînait avec ses combinaisons qui partaient du jab en pity patty punch, il coupait la parole à Rob Font avec son contre et après il se remettait en position et là Aldo pouvait lui s'exprimer. Dans le deuxième round, il s'exprimait avec son jab, j'ai trouvé qu'il avait un très très bon jab où il feintait très bien, jab d'ailleurs il secoue un peu Font sur une feinte de jab au corps où il remonte avec le bras arrière et ça passe très très bien. Mais en fait, il avait un très bon travail du jab. Et ensuite, à partir du troisième round, il y a les low kicks qui s'installent pour ce que t'as souligné. Et là, ça joue vraiment en sa faveur. Et là, je pense aussi peut-être le truc qui a permis en fait à Aldo vraiment de concrétiser, c'est qu'il s'est rendu compte à partir je crois c'est au troisième round où il y a le takedown raté en fait de Font. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite, je souligne, c'est exactement, t'en parles à chaque fois, Polydomso, mais tu sais, je sais pas si c'est celui dont tu parles, des forces de takedown, où en gros, il donne presque sa jambe avant, et en fait, dès que tu lances ton takedown en single leg, il pivote, et en gros, il t'envoie valdinguer, en gros, il utilise ton mouvement, et c'était magnifique encore une fois. Ah, c'est sublime, quoi. Mais là, en plus, genre, je sais pas si tu fais référence à celui-là, parce qu'il y en a vraiment un où il envoie vraiment voler Rob Font, il envoie valser. Et il y en a un où, en fait, il laisse le single, mais il fait vraiment un sprawl plutôt conventionnel. Rob Font est à l'ouest, mais au lieu de laisser partir Rob Font, là, il convertit directement le truc et il prend la position dominante. Et d'ailleurs, il passe directement en monte, puis en garde et en side. Et d'ailleurs, c'est magnifique, hein. Au sol, ça a été une leçon. Et là, en fait, je pense qu'il a pris conscience du fait que Rob Font, même s'il était bon, moi j'ai trouvé que Rob Font s'est bien défendu, hein, parce qu'il c'est ce que j'allais dire. Sur son dos particulièrement, très offensif, très actif, dangereux. Il y a même des moments où je pense que les juges l'ont donné à Aldo parce que c'est la classique Aldo qui est en position dominante. Mais franchement, je crois que c'était au 4e round. Honnêtement, moi je l'aurais plutôt donné à Rob Font tellement il était actif avec les coudes. Il était actif et Aldo ne marquait pas. Non, mais d'ailleurs je vais terminer ce que j'allais dire parce que j'ai monopolisé la parole trop longtemps. Mais c'est parce que c'est Aldo qui gagne, donc forcément, j'ai envie de parler. Mais et du coup, non, mais c'est là pour le coup, au sol, il s'est rendu compte qu'il avait un avantage, en tout cas en termes de contrôle, et que ça lui permettait de respirer. J'attire juste le truc sur le fait que l'attention sur le fait que Rob Font a vraiment montré un super mental, parce que sur le début du 5e round, il revient et
tu sens qu'il veut pas lâcher l'affaire, et c'est vraiment à la dureté que l'a eu Aldo, parce que Aldo, il prend toute une séquence où il est contre la cage, où il prend des coudes, avec un coude et un uppercut là. et des uppercuts, et tu te dis bon, là c'est le 5e round. Aldo, généralement 5e round, ça sent mauvais pour lui, et juste à la niaque, en fait, il le touche vraiment durement quand il sort du clinch, et à partir de là, là il prend le dos, et là il lâche plus, là il se dit bon, c'est bon, je vais plus le laisser sortir. Donc Mais en plus, c'était marrant parce que justement quand ça arrive au 5e round, je pense qu'il y a peut-être d'autres combattants pour lesquels ça nous aurait un peu frustré, parce que honnêtement, là, c'est la définition du Legen Press que fait Aldo. C'est-à-dire du coup, il le met au sol. Et littéralement, enfin, je sais pas, c'était bizarre. Je sais pas si vous avez fait l'impression, mais j'avais l'impression, tu sais, de comme quand tu chopes un crabe ou un truc, et en fait, t'es là, tu le regardes, les pattes bougent, mais toi, tu sais qu'il va rien se passer, en fait. Et en gros, j'avais cette impression-là. En gros, Aldo était au-dessus. Il était passé en montée. Je crois même qu'il avait fait un triangle de corps ou un truc comme ça. Il avait les 2 pattes posées au sol. Il ne faisait rien. Tu voyais juste les 2 pattes de Rob Font qui bougeaient, Rob Font qui essayait de faire des trucs, et simplement Aldo qui a dû passer peut-être 1 minute 30 ou 2 minutes comme ça, à ne rien faire, juste à contrôler la position, et simplement parce que, en fait, entre guillemets, pourquoi faire autrement? C'est-à-dire que si l'arbitre ne te dit pas bouger ou mouvement ou quoi que ce soit, là, tu es en train de marquer les trucs, de gagner le round, et en plus, tu prends pas de risque, donc pourquoi bouger? Et en plus de ça, à la moindre occasion, et c'est ce qui s'est passé, dès que tu peux avoir la nuque, tu passes un petit truc ou tu essayes de passer une soumission. Mais je pense qu'il y a d'autres combattants pour lesquels ça nous aurait frustré de voir cette non-activité. Mais pour Aldo, j'étais juste trop content. Et là, c'est clairement un biais, hein. C'est-à-dire qu'on est biaisé envers lui. Mais j'étais juste trop content en mode, voilà, il a géré magnifiquement son combat. On est au 5e round. Il a réussi à se créer la situation dans laquelle il est maintenant, à savoir, il est en position montée, et Rob Font va devoir faire quelque chose pour essayer de sauver le combat. Et donc, en fait, ça pose pas de problème. C'est juste Aldo qui vraiment a l'expérience, il a gagné ce combat, et c'était juste beau à voir, quoi. Et donc, messieurs, là, José Aldo, Vera, Munoz et maintenant Rob Font, qui était numéro 4, il veut désormais TJ Dillashaw. Est-ce que ça change quelque chose, ou finalement on garde un petit peu le même point de vue que celui qu'on avait il y a une semaine pour José Aldo? Alors messieurs, est-ce que ça change un petit peu notre perception de cette victoire, ou au contraire c'était face à Rob Font qui était, un membre du top 5, mais assez récent, puisqu'il avait obtenu ce classement grâce à sa victoire sur Cody Garbrandt? Je sais pas ce que t'en penses, Polydomso, mais en fait, on avait, je crois, déjà évoqué un petit peu le sujet, mais le problème, c'est que contre Petr Yan, à moins qu'à un moment donné, Petr Yan perde son menton, ce qui est pas impossible, parce que clairement, il y a un moment donné où ça arrivera. Mais si ça n'arrive pas, j'ai du mal à voir José Aldo réussir à trouver la solution contre Petr Yan. Donc le problème, c'est que sachant que c'est difficile de faire mieux que ce qu'il a fait lors de ses 3 premiers rounds contre c'est ça, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors après, en soi, il peut y avoir un scénario possible, ou parce que le champion actuel, on a tendance à l'oublier, mais c'est Aljamain Sterling. Donc il existe des scénarios où je pense José Aldo gagne contre TJ Dillashaw, il se passe une dinguerie avec Petr Yan, José Aldo gagne contre TJ Dillashaw, il a le titre contre Aljamain Sterling, et là c'est chaud pour Aljamain Sterling, je pense. Mais en soi, donc Aljamain Sterling, ce serait intéressant. TJ Dillashaw, je pense que ce serait intéressant aussi. Corey Sandhagen, il y a moyen que ce soit chaud, mais je sais pas. Faudrait qu'on voit ça plus en détail, peut-être pour Aldo, mais faudra qu'on voit. Mais en tout cas, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paulie? Déjà, ouais, bon, étape par étape, déjà, je suis super content qu'il ait gagné contre Rob Font. Ah ouais. Franchement, je partais du principe qu'il allait perdre, et qu'il allait vraiment perdre, mais vraiment pas bien pour lui, quoi, tu vois. Salement, ouais, pour le dire autrement. Et déjà, je suis très content pour ça. Après, c'est vrai qu'un combat contre TJ Dillashaw, ne serait-ce même pas pour la perspective du titre, ce serait cool qu'ils se rencontrent, ces 2 gars-là. C'est quand même, pendant longtemps, TJ Dillashaw, c'était le meilleur des bantam, et pendant longtemps, mais ils étaient tous les 2 champions en 2015. Début 2015, les 2 sont champions. Donc c'est une belle encoche pour l'un comme pour l'autre à tailler sur ta crosse de fusil, quoi. C'est ça qui est cool. Si jamais il y a ça, ça fait plaisir. En plus, j'aime beaucoup parce que ce qu'a fait Rob Font sur le premier round, je pense que TJ Dillashaw peut très bien le faire. Alors, je devrais pas dire ça en tant que fan number one d'Aldo, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça la réflexion que je me suis faite en regardant justement le moment où la stratégie de Rob Font a avorté. C'est que je me suis dit, n'est pas TJ Dillashaw qui veut, en fait. Parce que ça, en revanche, c'est un truc que c'est très bien faire TJ Dillashaw. Ouais. C'est switcher de garde de manière, sans se mettre en danger. C'est-à-dire, parce que si tu switches devant quelqu'un, un autre exemple de quelqu'un qui s'était fait surprendre comme ça, c'est Jiri Prochazka contre Dominic Reyes, où je sais plus à quel round, à un moment donné, il se fait choper comme ça plusieurs fois, et il manque vraiment de
bah, il passe pas très loin de la défaite à cause de ça. Parce que quand tu es sur place et que tu changes de garde, si tu te prends un coup à ce moment-là, bah, tu risques de tomber, tu es en déséquilibre. En plus, tu es une cible. Tu as l'impression de bouger parce que tu switches, mais en fait, tu es une cible statique et ta tête ne bouge pas. Quand tu switches, par définition, bah, tu es toujours au même endroit. Et tu t'ouvres, en fait, à une attaque et c'est très difficile pour toi. C'est pour ça que c'est dangereux de switcher devant quelqu'un. Ce que fait très bien TJ Dillashaw, c'est d'arriver à être hors de la portée, de switcher et de là d'engager en fait son agression. Et là, ça devient vraiment difficile. Et je pense que TJ Dillashaw, il a les armes pour vraiment embêter, voire même faire très mal à Aldo, parce que en plus il est plus mesuré dans son approche. Alors il a moins de volume, mais quand il frappe, parce que c'est aussi un des problèmes qu'a eu Fonte, c'est qu'il y a un moment donné où en fait Aldo s'est rendu compte que il pouvait prendre le risque de prendre 3-4 coups, parce que comme il était trop sur la dynamique du volume et pas assez, je pense qu'il a pas assez alterné les coups vraiment forts. En fait, il aurait dû parfois peut-être sacrifier au niveau des combinaisons, faire juste 1-2, tu vois, mais pour réveiller Aldo et pour lui dire attention quand même, je frappe fort quand même. Parce qu'il y a des moments où Aldo, tu sentais que bon bah ok, je prends des coups, je t'en mets un, c'est l'échange, c'est moi qui suis gagnant en fait. Et là pour le coup, c'est pas un problème pour TJ Dillashaw parce que lui il envoie sur chaque coup généralement. Donc ça peut être très intéressant parce qu'en même temps de son côté, Aldo maintenant qu'il redécouvre ses low kicks, c'est pas mal aussi contre un mec qui switch souvent, c'est pas mal aussi. Donc c'est un match que j'ai envie de voir en soi. Après, je me range de l'avis de Guillaume et de ton avis. Je vois pas Aldo gagner contre Yann, malheureusement. Je pense que oh non. C'est Yann, quoi. Je veux dire, c'est pas le champion pour eux. Enfin, c'est pas le champion. Il n'est pas champion justement. On a tendance à l'oublier, mais c'est je pense le meilleur actuellement et c'est pas pour rien. Le mec, il a une économie. Alors lui, pour le coup, il y a une économie de mouvement et de. C'est trop beau. C'est beau et en plus, il s'adapte à ses adversaires. Il arrive très bien à prendre la mesure des armes que lui offrent ses vis-à-vis et à s'y adapter, à trouver des réponses. Il l'a fait contre Sandhagen, il l'a fait aussi contre Aldo parce qu'il avait eu un problème contre Aldo. Donc il est super malin à ce niveau-là et ouais, je pense que s'il lui arrive pas, moi je pense que ce qui pourrait battre Yann en ce moment, c'est Yann lui-même parce que quand tu prends les défaites de Yann, c'est toujours lui qui est responsable. Contre Aljamain Sterling, c'était je vais le dire très honnêtement, c'était très con ce qu'il a fait. Et contre même Magomedov, les gens oublient, mais il a perdu le combat parce qu'en fait, il mettait des coups de boule, tu vois, à Magomedov. Il avait pris un point en moins à cause de ça. Donc les deux défaites qu'il a, c'est des défaites de sa faute, tu vois, de sa combativité qu'il n'arrive pas à gérer en fait. Il s'en est bien démerdé. Il a pas commis de faute vis-à-vis de Sandhagen, mais c'est toujours là. C'est un mec, à mon avis, il aime pas être frustré, et même quand il gagne, parce que contre Magomedov, il gagnait, et contre Aljamain Sterling, visiblement, il gagnait aussi. Mais ça allait pas assez vite. Enfin, je sais pas, je pense que tu sais, il a un peu no merci quoi, c'est sa personnalité. Je pense que c'est le surnom qui correspond le mieux à un combattant quelque part, tu vois. Ça doit être le pire adversaire au ping-pong, ça doit être un rageux mais insupportable. C'est clair. Donc voilà, hormis ça, je pense que Yann est là pour un petit moment quand même, clairement. Ouais. À suivre, en tout cas, pour José Aldo, qui, lui, s'est fixé TJ Dillashaw numéro 2 de la catégorie comme futur adversaire. Messieurs, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Est-ce qu'on peut, du coup, juste en 2 secondes parler de Fiziev versus Riddle? Ça y est, les 2 secondes sont écoulées. Parfait. Alors, donc Fiziev qui s'est imposé par Will Kick, coup de pied retourné, KO, contre Brad Riddle. On voyait, je crois, tous les trois une victoire de Brad Riddle, si je ne m'abuse. Ouais, moi je vois mais je crois que Rust nous a sauvés quand même. Oui, il nous a sauvés. Il a apporté l'équilibre dans la forme. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en fait, je voudrais juste l'évoquer parce que honnêtement, cette carte-là, elle était vraiment sympa. Franchement, des super combats, des finishes incroyables et tout, entre Clay Guida et sa soumission, Crute qui se fait mettre un KO, enfin un truc assez hardcore. Et en l'occurrence, du coup, c'est vraiment le combat qu'on attendait de voir. Enfin, le Fiziev versus Riddle, on savait que ça allait être un énorme banger. C'est ce qu'on a mis dans la miniature. Et ça l'a été. Et ça l'a été à un point où tout ce qu'on espérait s'est passé en termes d'intensité de combat. Et c'est vrai que, quand tu regardes le combat, c'est d'une violence. Mais vraiment, c'est le premier truc qui te vient à l'idée, en fait. Chaque échange, tu sais, c'est un peu chaque échange, tu sens que les mecs ils shiftent leur poids d'un côté puis de l'autre pour mettre les coups le plus fort possible, et vraiment mais mettre le plus de poids sur chaque truc, et que ce soit les kicks, que ce soit les crochets et même les takedowns. Et ça m'avait pas fait ça depuis longtemps, mais même quand il y avait des takedowns, c'était pas genre juste on plonge dans les jambes, on chope les jambes, c'était genre
bah, genre, mais vraiment des takedowns où tu t'éclates contre le mec en face. Oh, bon, il y a la technique bien sûr derrière, mais vraiment, c'était un de ces combats un peu rares, tu sais, un peu le dernier qui m'avait fait cet effet-là un petit peu, c'était, je crois que c'était Barbossa contre Geji. Attends, c'était ou un truc comme ça. T'avais l'impression que quel que soit ce qui balance, c'était genre os contre os. Et là, en l'occurrence, c'était ça entre Riddle et Fiziev, donc super fun comme combat, ultra violent, vraiment sympa. Et puis, bah du coup, Fiziev qui a Et le finish, ouais, qui a eu le finish et ah bah, Fiziev, il a cette force là c'est juste sa combinaison d'athlétisme et de souplesse et de relâchement. Quand même, parce que quand il fait ses techniques, t'as l'impression qu'il force absolument pas. Alors qu'à mon avis, il doit développer l'équivalent en joule d'un Magnum 45, tu vois. Mais c'est un truc de ouf parce que le coup de pied retourné, il y a des gens, tu sens, ils ont appris récemment, tu vas envoyer ces techniques-là et tu sens que c'est un peu des coups de pied retournés, j'allais dire de charpentier, quoi. Il n'y a pas tellement la souplesse. L'idée est là, si tu veux, mais c'est pas aussi fluide. Et le seul que j'ai vu faire des trucs aussi fluides, bah c'était Barbossa, tu vois, quelque part. Et j'ai l'impression que Fiziev, alors il a encore plus de sophistication parce que vraiment, bah Muay Thai oblige, il a une meilleure défense et il gère mieux ses déplacements encore. Mais je pense qu'il est dans la lignée de Barbossa. C'est la poursuite, tu sais, de ce genre de combattant ultra dynamique et bah, qui peut, tu vois, vraiment lui pour le coup, si jamais tu le contrôles, bah continue de le contrôler. Hein, parce que même, tu vois, bon, il gagnait le combat, ça c'est clair, mais même s'il le perdait, une technique comme ça te termine un combat quoi qu'il arrive. Donc il a le facteur X, le Joker, comme tu disais, Russ, quand tu parlais des frères Pettis. À propos du combat Sergio Pettis Horiguchi, bah lui il l'a carrément, il l'a 100% ça. Il y a nouveau nom chez les lightweight. Ah oui, absolument. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus il le met au 3e round, le spinning wheel kick. Et ça c'est quand même assez stylé dans un combat qui était pourtant très intense. Donc peut-être et on avait quelques doutes là-dessus d'ailleurs aussi, nous. Absolument. On disait, si le combat, il y avait une possibilité d'avoir ça, mais plutôt au début. Donc ouais, affaire à suivre en tout cas pour lui. Il est à quoi? C'est 5 victoires consécutives, 4 bonus de suite là. Je crois que c'est ça la stat, donc ça commence à devenir intéressant. Bon allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Rust n'a rien du tout. Allez. Attends, non, j'ai que mon pull la sueur. Oh Superman. Oh wow, damn, the snake is everywhere. Yeah.